Oui, monsieur. Présentez-vous, votre nom, votre prénom et posez votre question, je vous en prie. Philippe Jean Fiedler, Équation. En fait, c'est surtout sur la définition de communication, parce que vous avez parlé d'image, de son et d'écrit, mais vous avez oublié, à mon avis, deux choses. C'est l'attitude et les odeurs. L'attitude et les odeurs. Et les odeurs. Voilà. Et il y a un très bon bouquin. Vous développez ? Il y a un très bon bouquin qui est sorti il y a quelque temps, de Werber, sur les fourmis, que je vous recommande sur le sujet. Merci beaucoup. L'attitude, langage non verbal et les odeurs. Langage non verbal. Ceci pour l'image animée. Absolument. Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose que je n'ai pas abordé. Peut-être dû à ma spécialisation qui était l'écrit. C'est vrai que quand vous êtes derrière un ordinateur, ceci dit, c'est très important. On le voit à la télévision. Je pense que Serge Moiti pourra nous en parler tout à l'heure. La posture, ce que vous envoyez à travers le comportement de votre corps, bien sûr, implique tout un tas de choses que la personne qui va recevoir ces images, ces informations vont pouvoir détecter. On est vraiment dans la psychologie, mais les bons communicants savent utiliser ce qu'on appelle en anglais, là encore, désolé, le body language, le langage corporel. Vous irez voir sur Internet, en complément de ce qui vient d'être dit, et pour répondre à votre question, vous irez voir sur Internet des études sont réalisées depuis presque une trentaine d'années. Lorsque vous prenez une interview, quelle qu'elle soit, 2 minutes par exemple, et qu'ensuite vous prenez un focus group, donc un groupe témoin, que vous lui diffusez cette interview, et qu'ensuite vous demandez aux personnes qui ont suivi l'interview de quoi vous souvenez-vous. 7% de ce qui encombre leur mémoire, ce sont les mots de l'interview. Je répète, 7% de ce qui encombre leur mémoire, ce sont les mots de l'interview. 67% de ce qui encombre leur mémoire, c'est la façon dont la personne leur est apparue. Autrement dit, l'image animée n'est d'abord qu'émotion. D'ailleurs, écoutez 2 personnes qui parlent de la même émission, ou plutôt une a vu l'émission et l'autre ne l'a pas vue. Et la première doit raconter l'émission à la deuxième. Elle doit faire la synthèse, et une synthèse exceptionnelle. Elle va dire, tu sais, c'était exceptionnel, il y avait chez Drucker un tel, et alors un tel... alors, tu sais, il a commencé par dire ça, et puis la personne va s'arrêter en disant, t'aurais dû voir, c'était génial. Il est difficile, il nous est compliqué de synthétiser le mouvement, le langage non verbal, ce qui est dit, l'intelligence des mots, et d'en faire un concept de façon à ce que l'autre puisse comprendre tout ce qui s'est passé dans la seconde. Retenez donc une chose, dans le langage non verbal, celui-ci est prééminent par rapport aux mots. Lorsque vous écoutez quelqu'un parler, vous écoutez ce qu'il dit ou vous croyez ce que vous voyez? Interrogez-vous. Les interviews ratées en télévision sont souvent celles-là. Vous croyez ce que vous avez vu, c'est-à-dire une personne qui a hésité, par exemple, mais vous avez entendu le contraire. Elle vous a bien dit ce qu'elle voulait dire. Mais le langage non verbal étant contraire à ce qui a été dit, c'est celui-ci qui est prééminent et c'est celui-ci qui vous fera douter. Autrement dit, je reviens vers vous, vous avez une communication audiovisuelle à faire, que cette communication audiovisuelle soit préparée de telle sorte que la façon dont vous allez vous présenter serve votre idée. L'image est d'abord une idée. Autre question. Oui, monsieur. Oui. Ensuite, j'irai chez Twitter si jamais il y avait une question. Allons-y. Votre prénom, votre nom. Pierre, Société HR Conseil. En fait, j'ai une question, c'est sur... dans la nouveauté de communication sur Internet, il y a 2 phases. Il y a la présentation de l'information quand on arrive sur un site, ça c'est une chose, et il y a la recherche de l'information. La recherche de l'information, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a connu avant. Ma question, c'est dans la tendance actuelle, sur cette recherche d'information, on arrive à être saturé sur les moteurs de recherche. Et donc, on obtient l'inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire on est noyé de sites. Et là, je pense qu'il y a un obstacle à la communication. Comment vous voyez un peu l'évolution de cette... Je résume avec mes mots. Ouais.
S'agissant de la recherche sur Internet, l'information tue l'information. Le volume étant trop important, que dois-je choisir? Deux questions peut-être, parce que derrière ça, il y a aussi la vérification de l'information. Donc d'abord, volume. Oui, alors je ne suis pas complètement sûr d'avoir bien cerné la question. Effectivement, le moteur de recherche comme Google, les algorithmes de recherche changent très fréquemment. Et aujourd'hui, on va privilégier deux choses. On va privilégier les sites où il y a du contenu, beaucoup de contenu de bonne qualité, qui correspond à votre recherche. Alors pourquoi un site a un contenu de bonne qualité? En général parce qu'effectivement il a du contenu, point A, mais du contenu vers lequel les gens vont, vers lesquels les gens font des liens, vers lesquels les gens, lorsqu'ils ont fait une requête de recherche, ont abouti sur ce site, sont restés. Donc Google, c'est tout ça. Et c'est qu'en général, si je cherche, j'en sais rien, des informations sur Saclay, les gens vont tomber sur ce site, vont rester sur ce site, vont regarder beaucoup de pages et vont éventuellement même, depuis leur propre site, faire un lien. Donc là, vous avez un site qui est considéré comme un site de qualité par Google, naturellement. Après, alors, la deuxième question était moins claire. Stanislas, la question est la suivante. Je fais une recherche et l'offre d'informations qui m'est donnée via Google, page 1, 2, 3, 4, par exemple, est volumineuse. Comment faire le tri? Comment aller voir dans tout ce qui m'est proposé exactement ce que je cherche? Voilà. Ça, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. Alors aujourd'hui, il existe des tas d'outils, mais qui, d'après moi, ont leurs propres limites. Il existe par exemple Twitter. Twitter, on reste sur Internet, etc. Il y a des outils comme TweetDeck qui vous permettent de faire des recherches par mots-clés. Et donc, vous ne verrez s'afficher sur cet outil que les choses qui correspondent à vos recherches. On tombe dans le très spécialisé. Il y a des lecteurs de flux RSS. Donc, vous pouvez vous abonner à des sites. Vous avez un jour, malgré toute cette offre pléthoresque d'informations, vous avez déterminé que tel site vous intéressait. Ce site a un lien RSS, un flux RSS. Vous pouvez vous y abonner via des lecteurs comme Google Reader, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que vous n'allez... ou NetVibe est un autre site très bon qui vous permet justement de vous construire votre propre page de sujets qui vous intéressent. Mais finalement, vous allez finir par ne regarder que ce qui vous intéresse. Et pour moi, ça, c'est une des grandes limites du site, de l'Internet. On devient hyper spécialisé. Et on passe à côté d'autres informations qui pourraient être tout à fait intéressantes. Merci beaucoup. Simplement, Dominique Volton, je vous en prie, venez nous rejoindre. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie, installez-vous. Ça, c'est de la communication verbale, voyez-vous. Parlez dans le micro, parlez dans le micro. Voilà donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Dominique Volton. Non, mais... Excusez mon retard, mais franchement, je ne suis pas tellement responsable. Vous féliciterez votre député, maire, sénateur, ministre et compagnie. Dominique Volton, vous êtes directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS, structure transverse, 35 ans de recherche, au minimum, je dis bien au minimum, 10 thématiques que vous avez longuement étudiées. Certaines nous intéressent plus que d'autres ce soir, je vous assure. Par exemple, les médias. On ne parle pas de sexualité ce soir. Non, l'espace public, la communication politique, sympa, mais bon. L'information et le journalisme, vous êtes en forme. Internet, connaissances et communication. Alors, votre dernière publication, la voici, Indiscipliné, 35 ans de recherche. En voyant le titre et en lisant quand même une partie de l'ouvrage, pas tout, je vous assure, en lisant quand même une partie de l'ouvrage, pourquoi indiscipliné? Je pensais quand même qu'il y avait de la rigueur et de la structure intellectuelle chez un chercheur. Indiscipliné. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est extraordinaire, les stéréotypes. Pourquoi est-ce que l'indiscipline est incompatible avec la rigueur? Je vous pose la question. Non, mais j'ai expliqué la raison pour laquelle j'ai appelé indiscipliné. Je pense qu'est-ce que c'est qu'un chercheur? C'est quelqu'un qui ne pense pas comme les autres. Il n'a pas forcément raison, mais il ne pense pas comme les autres. Sinon, il ne serait pas chercheur. Il serait avocat, ministre, au hasard, tiens. Il gagnerait du fric. On ne sait pas pourquoi on est chercheur. Mais un bon chercheur, c'est quelqu'un qui, par définition, est indiscipliné parce qu'il ne pense pas comme les autres. On ne le sait pas à l'avance. Donc, premièrement, je crois que la recherche, c'est toujours de l'indiscipline, parce qu'il faut une forme d'indiscipline pour remettre en cause l'ordre établi, quel que soit l'ordre établi, en maths, en physique, en chimie,
en sciences sociales. Moi, j'essaie de fonder des sciences de la communication parce que je pense que c'est le défi de la paix et de la guerre du XXIe siècle, parce qu'en gros, on va se voir tous en permanence à cause de nos tuyaux. Et comme on n'a rien à se dire et qu'on ne se comprend pas, à mon avis, le conflit est plus clair que la communication. Donc, défendant la communication, je me dis, bon Dieu, comment est-ce que je peux tirer la sonnette d'alarme de mes concitoyens en leur disant ça ne sert à rien d'avoir 600 000 tuyaux, 3 milliards de tuyaux, 4 milliards de tuyaux, 7 milliards et demi de tuyaux, parce que de toute façon, l'information va aller de plus en plus vite et on va se comprendre de moins en moins. Puisque pour se comprendre, ça prend du temps. Donc il va y avoir un conflit entre vitesse de l'information et lenteur de la communication. Et du coup, la question théorique qui m'intéresse, c'est comment faire cohabiter des gens qui n'ont rien à dire, qui n'ont qu'une envie de se taper dessus. C'est un peu le bon. Donc, indiscipliné parce que c'est ça. Donc, une question, vous ne savez pas pourquoi elle vous vient, une question théorique. Deux, travaillant sur les sciences de la communication, c'est par définition des sciences interdisciplinaires. Or, toutes les sciences, depuis en gros 60 ans, sont interdisciplinaires. Vous avez quand même d'abord les sciences de l'univers qui ont un démembrement de la physique. Après ça, vous avez les sciences de la vie qui sont de la biologie en plus compliqué. Après ça, je prends l'apparition des sciences récentes qui sont toutes interdisciplinaires. Après ça, vous avez les sciences de l'ingénieur qui sont fondamentales et qui sont un agrégat de tout, de l'informatique et de l'organisation. Après ça, vous avez les sciences qui nous sont tombées dessus avec la prise de conscience politique de l'environnement, qui sont les sciences de l'environnement avec l'écologie. Puis les petites dernières, celles dont je m'occupe et dont tout le monde se fout, c'est les sciences de la communication. Pourquoi tout le monde s'en fout? Parce que tout le monde déteste la communication. En gros, c'est 95% de notre vie, et on trouve que ça ne vaut rien, que c'est de la pub, c'est de la manipulation. Donc l'homme est ainsi bizarre, il n'existe que dans la recherche d'autrui. En gros, 80% de notre temps, on pense à putain, il m'aime, elle m'aime, cette salope, ce salaud, enfin la vie, quoi. Hein, et quand on ouvre un bureau, la tête des gens, ils ont deux cerveaux, un cerveau il travaille, l'autre cerveau il dit putain, où elle est cette garce, etc. Bon. Ou ce salaud, ça revient au même, la même chose. Donc nous sommes tous obsédés par la communication, par l'amour, par la relation, par l'amitié, par le partage. Bon. Et comme on n'y arrive pas, on dit que on déteste, donc on déteste ce qui est central. Et du coup, on adore les tuyaux. Alors, parce attendez, que les tuyaux sont efficaces. Dans tout ce que vous venez de dire, je trouve qu'il y a un vrai paradoxe, même un oxymore, c'est-à-dire vous dites science de la communication. Oui. C'est vraiment une science? Mais oui, c'est une science au sens... Oh, attendez, il faudrait que j'étais cette espèce de bécane de malheur. C'est le maire. Oh merde, c'est mon fils. Je suis un salaud. Non, mais salaud, ça fait au moins 2 jours que je le cherche. Putain. Vous en voulez au monde entier, dites-nous. Je suis en train de faire une conférence, j'ai 200 personnes devant moi, donc je suis obligé de te rappeler après, salaud. D'accord? Je t'embrasse, ciao. Mais c'est vrai. On peut l'applaudir. Mais je l'adore. Mais non, mais je l'adore. C'est un peintre, il me casse les pieds, je ne sais pas comment il va faire pour vivre. C'est un Dominique peintre, Volton. Alors, je reprends. Oui, science et communication. Oui, je reprends, j'ai bien entendu l'objection. Pourquoi c'est une science néanmoins? C'est que ce n'est pas parce que les hommes n'arrivent pas à... Mais je vais vous prendre une réflexion plus générale. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les sciences de l'homme et de la société? L'histoire, la philo, l'anthropologie, l'économie. Ce n'est pas des sciences aux sciences de la mathématique, de la biologie et compagnie. On appelle science le fait qu'on essaie d'avoir une démarche rationnelle sur des objets complexes. Le plus complexe de tout, c'est probablement la communication, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça ne marche jamais entre les êtres humains, pourquoi néanmoins ça nous obsède toute notre vie, et pourquoi finalement, en n'arrivant pas à réussir la communication humaine qui est facilitée aujourd'hui par le mouvement d'émancipation, de liberté, de démocratie, eh bien on se reporte tous sur les tuyaux que nous adorons, que nous idéologisons, parce qu'on pense qu'ils nous permettent de mieux communiquer. Donc ça, c'est la mécanique de la place croissante de la communication. Et pour résumer, je vais répondre à votre réponse. Pour moi, pour votre question, pour moi, la communication, c'est un des plus grands acquis de la démocratie, du mouvement d'émancipation de l'homme, parce qu'on accepte de se parler librement, de ne pas se comprendre, de ne pas se tuer, mais ça ne marche pas néanmoins. Et ça, c'est une découverte, parce qu'on ne peut pas le voir tant qu'on n'était pas libre. Donc ce qui m'intéresse en tant que scientifique, c'est comment comprendre cette forme de paradoxe infernal, c'est que l'homme n'a jamais été aussi libre. Parenthèse, nous acceptons tous d'être totalement dans la traçabilité avec ça. On s'est battu pour se débarrasser des curés, des seigneurs et tout ça. Et en fait, on accepte d'être totalement tracé, poursuivi, etc., etc. Mais on pense que c'est la liberté. Internet, on adore alors que c'est un filet, un réseau. Un réseau, un filet, c'est pas la liberté. Donc on est un peu... Bon. Donc la science, ça consiste à interroger des choses qui sont apparemment évidentes. Et donc la démarche rationnelle, elle peut s'appliquer sur des choses irrationnelles. Et pour répondre à une chose simple par rapport au Génopole que je vois là, parce que je connais bien ce qu'on fait, quand mes copains, les matheux, les physiciens, les biologistes du CNRS n'arrêtent pas de dire « nous, on est les sciences dures, et vous qui vous occupez de la société de l'homme, vous êtes les sciences molles », j'ai halte là, camarade. En physique, en chimie, en bio, il y a du progrès. Dans l'homme et la société, hélas, il n'y a aucun progrès. La société la plus raffinée, les civilisations les plus sophistiquées, l'homme le plus doux peut devenir un barbare, un tueur, un assassin en même pas 5 ans. Donc les sciences les plus dures, c'est évidemment les sciences de l'homme, puisqu'il n'y a pas de progrès de l'humanité. Il y a un progrès technique, il y a un progrès scientifique, il y a un progrès en écologie, mais est-ce que l'homme progresse?
Là, vous avez actuellement 5,5 milliards de postes de radio, 4,5 milliards de postes de télévision, 3,5 milliards de téléphones portables, 2 milliards d'ordinateurs. Vous trouvez qu'on se comprend mieux? Donc, hélas, qu'on se tolère mieux, que le racisme est moins fort. L'Europe, la partie du monde la plus riche, la plus développée, la plus sophistiquée, la plus démocratique du monde, 500 millions d'habitants. Comme par hasard, on a trouvé que les immigrés, c'était effrayant, il fallait s'en méfier. Et puis quand on a fini avec les immigrés, maintenant c'est les Roms. Et quand ce ne sera pas les Roms, c'est autre chose. L'homme a toujours besoin d'un bouc émissaire. Toujours d'un salaud qui va nous déstabiliser. Donc où est le progrès là-dedans? Donc c'est ça qui m'intéresse. Tous les tuyaux, vous pouvez les avoir. Vous pouvez avoir toutes les interactivités. Par Facebook, vous pouvez avoir 600 000 copains à Jakarta, les pauvres. Hein? Alors, il est incapable de dialoguer avec votre voisin et votre voisine, incapable d'envoyer autre chose que des mails de votre collègue de bureau. D'ailleurs, les mails, il faut faire la grève des mails. Ça ne sert à rien. Quand on a 20 ans, on est content d'avoir des mails, et après, ça ne sert à rien. Un mail envoyé à plus de 3 personnes ne sert à rien. Et quand on ne sait pas quoi foutre d'une info, envoi général. Et envoi général, vous avez 350 destinataires d'un mail qui ne savent pas quoi en foutre. Mais oui, et les gens vont dire, comment tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas répondu? Mais on perd un temps fou. C'est chronophage, le mail. Et en plus, quand ça marche bien, on dit, on pourrait se téléphoner. Et finalement, après les mails et le téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va se voir. On se réunit. Alors attendez, dites-nous. Non, mais c'est très bien, mais simplement une question. Là, vous venez de stigmatiser la façon dont nous utilisons les tuyaux les plus récents. Maintenant, pourquoi, parce que la question c'est celle-là, pourquoi souvent, fréquemment ou à peu près, notre communication vers autrui échoue-t-elle? Je prends un tout petit instant. Juste avant votre arrivée, Stanislas, études de journalisme, États-Unis, aujourd'hui directeur de marketing, je vous le présente très vite, nous disait il y a des codifications pour réussir une communication. D'abord, interrogez-vous à qui vous adressez-vous. Ensuite, la façon dont vous allez formuler ce que vous voulez dire, si on est sur l'oral ou bien si on est sur l'écrit, il y a là aussi des codifications pour aller plus vite, pour aller mieux dans la communication. Pourquoi cela échoue? Mais pour une raison à 100 balles, c'est que l'émetteur n'est pas le récepteur. Qu'est-ce que je dis, moi, dans ma Vous pouvez théorie? développer parce que... Oui, depuis 75 ans, je répète la même chose. C'est-à-dire que, quelle est la rupture entre le 20e et le 21e siècle? La révolution du 20e siècle, c'est la bataille pour la liberté d'information. Une bataille gigantesque, humaniste, politique, etc., technique. Et pendant des siècles, en fait, informer, c'était communiquer. On produisait un message, on le distribuait, et les récepteurs étaient limités, ayant le même code culturel et compagnie. La rupture du 20e et du 21e siècle, c'est qu'il y a de plus en plus de techniques, il y a de plus en plus de production d'informations, il y a de plus en plus de circulation d'informations, il y a de plus en plus d'interactivité. Et ce que nous découvrons, ce qu'on a découvert dès l'arrivée de la radio et encore plus avec la télévision, et évidemment on va le voir avec Internet, c'est qu'en fait, le fait d'envoyer un message ne garantit absolument pas que le récepteur va l'accepter. Or, toute l'hypothèse de la communication qu'on a, c'est un modèle descendant. Alors on s'est dit, mais dans le fond, quand les gens vont interagir, alors parenthèse, quand on lit un journal, on interagit déjà, mais on interagit silencieusement. On lit le Canard, on n'en pense pas moins, et on en cause avec ses copains. Quand on écoute la radio, on interagit. On écoute la radio, on réfléchit, on réagit. Même chose pour la télé. Internet, c'est apparemment un progrès parce qu'on réagit tout de suite. Oui et non. Parce que, mais laissons tomber. Considérons que l'interactivité a été perçue comme un progrès. Mais dans l'interactivité, la plupart du temps, les gens disent autre chose que l'émetteur a dit. Autrement dit, communiquer, c'est s'apercevoir que l'autre n'est pas en phase avec vous et que naturellement, la transmission de l'information n'a pas réussi. Donc le récepteur surgit, et pourquoi moi je m'intéresse à une théorie de la communication et non pas une théorie de l'information, c'est que la communication, c'est plus compliqué que l'information. Puisque le bordel de la communication, c'est que vous avez l'autre. Et l'autre ne vous ressemble jamais. On cherche toute notre vie à un autre qui nous ressemble, et qui va penser comme nous toutes. Et il n'est jamais là. Le seul moment où on pense que l'autre pense comme soi, c'est le moment où on est amoureux. 15 jours. Un mois, les jours optimistes. Hein? Et là, on dit, putain, toi, c'est toi, moi, c'est moi. Et il faut en profiter parce que ça ne dure pas. Et au bout d'un moment, ça et du coup, le récepteur ne nous ressemble pas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On arrive dans ce qui m'intéresse. Le récepteur n'est pas en phase avec l'émetteur. Mais c'est même vrai dans les fonctions de travail, hein, où tout est apparemment codé. Bien sûr qu'il faut coder, mais s'il suffisait de coder pour que ça marche, ça se saurait. Bon. L'autre, à ce moment-là, on s'aperçoit que le récepteur n'est pas en ligne avec l'émetteur. Donc il y a deux solutions. On se bat, ou on tue, ce qu'on a fait très fréquemment pendant l'humanité. Ou alors maintenant, avec la démocratie, on dit, putain, il n'est pas d'accord avec moi, mais je ne peux pas le tuer, je ne peux pas me barrer. Donc je vais commencer à négocier. Et ce qui m'intéresse, c'est que finalement, la communication, c'est de la négociation. Négociation dans un couple, dès qu'ils ne se séparent pas. Et un couple qui dure, c'est un couple où il y a 95% de négo. Une famille avec les mômes passé l'âge de 12 ans, ça n'arrête pas de négocier. Et comme je dis, regardez le nombre de concessions, je pense à ça, à mon crapaud de fiston, le nombre de concessions qu'on est capable de faire pour finalement que le cher gamin de 16, 18, 22, 24, 32 veuille bien passer un quart d'heure à la maison une fois tous les 6 mois. Et on le remercie infiniment.
d'être venu. On est étonné du nombre de concessions qu'on fait pour le voir quand même un quart d'heure. Parce que si on lui parle de traviole, lui ou elle, il ne vient pas. Et en plus, il se marie un jour, ces zouaves. Donc il n'y a pas seulement les gosses, il y a les conjoints. Bon. Donc on négocie. Dans une entreprise, quand ça ne marche pas trop mal, on passe son temps à négocier. En politique, on n'arrête pas de tuer les voisins, on négocie avec lui. Et on prend le pouvoir pour 5 ans ou 4 ans ou 3 ans, on va voir ce qui va se passer pour la gauche. Et ça va revenir de l'autre côté. Et l'Europe, on passe son temps à négocier. La ville du monde où on négocie en permanence, c'est Bruxelles. La plus grande victoire démocratique de l'histoire du monde, c'est l'Europe. On n'a rien à se dire. On est 500 millions. On a 27 pays. On a 25 langues. On ne se comprend pas. Et ça tient et ça tiendra longtemps. Et à chaque fois, on nous prédit la catastrophe dans les 6 mois qui viennent. Et l'Europe et Bruxelles sont l'exemple typique de ce que la communication, c'est que de la négo. On est d'accord sur rien, un vague fond commun, et on arrive à trouver un point d'accord. Et donc la communication, c'est de la négociation et de la cohabitation. La distinction que vous faites entre communication et information, si j'ai bien compris. L'information, c'est le message. Voilà. La communication, c'est la relation. Parfait.